Compagnie Théosophie à Paris, Horizon Théosophique. Amis, bonsoir. Vous êtes les bienvenus pour écouter une conférence qui a pour thème « La Terre, une entité vivante ». Voici une lecture extraite de cet ouvrage « La Voix du silence ». Aide la nature et travaille avec elle, et la nature te considérera comme un de ses créateurs et fera sa soumission. Pour toi, elle ouvrira tout grand les portails de ses chambres secrètes et mettra à nu, sous tes yeux, les trésors cachés dans les profondeurs de son sein pur et vierge. Impolluée par la main de matière, elle ne montre ses trésors qu'à l'œil de l'esprit, l'œil qui jamais ne se ferme, l'œil pour lequel il n'y a nul voile dans tous ses royaumes. Elle te montrera alors les moyens et la voie, la première porte et la seconde, la troisième et même jusqu'à la septième. Puis le but, au-delà duquel gisent, baignés dans la lumière du soleil de l'esprit, des gloires jamais vues, sauf par l'œil de l'âme. Amis, nous le savons tous, à notre époque, la vie est très répandue sur le globe. Il y en a partout, sur toutes les latitudes, à toutes les altitudes, au fond des océans. Une vie extrêmement variée, qui s'adapte, qui lutte, qui se reproduit depuis très longtemps. Une vie bien adaptée aux conditions dans lesquelles elle est. Et il n'y avait qu'un pas à franchir, que certains ont franchi, que des scientifiques ont franchi. Ils ont même fondé une association pour dire qu'en fait, la vie n'était pas due à un hasard, n'était pas le sous-produit de l'interaction de forces physiques par hasard, mais que la Terre était une sorte de germe de vie et que la vie était hautement probable et ne demandait qu'à se développer à partir de cette matrice, à partir de ce germe. Et que tout sur la Terre concourait à la vie, que tous les phénomènes physiques, climatiques ou autres étaient des phénomènes qui étaient en rapport avec la vie, que la Terre était un organisme vivant avec ses régulations, comme dans un corps vivant. Il y a de multiples cellules, de multiples organes, très différents les uns des autres, mais tous reliés entre eux avec une interdépendance et avec une complémentarité régulée. Il n'y avait qu'un pas à franchir, et ces scientifiques l'ont franchi, pour dire que la Terre était une entité vivante. Alors qu'en pense la théosophie? Pour aborder les choses sous l'angle de la théosophie, il faut les resituer dans un contexte extrêmement général. La Terre fait partie d'un système solaire. Le système solaire, nous savons, fait partie d'une galaxie, la Voie lactée, et la galaxie fait partie d'un ensemble plus grand, et ainsi de suite. Et pour la théosophie, nous ne sommes là encore que dans un infini qui est celui d'un seul plan, qui est le plan qu'on appelle le plan physique, mais il y a d'autres plans plus subtils, plus métaphysiques. Et la théosophie postule à l'origine de toute chose, non pas une origine dans le temps, non pas une origine à un certain endroit de l'espace, non pas un Dieu personnel, comme dans les religions exotériques, mais un principe. C'est très abstrait parce qu'évidemment, ça dépasse notre conception. Un principe infini, éternel, immuable, omniprésent, dont on ne peut pas dire grand-chose puisqu'il est inconcevable, puisque par définition, pourrait-on dire, il est indéfinissable. On le symbolise par l'espace abstrait, on le symbolise par le mouvement, non pas le mouvement d'une chose, mais le mouvement abstrait, qui pour la théosophie représente la conscience, au sens le plus général du terme. Comment essayer de relier cette grande notion avec notre vie courante? Nous sommes habitués à raisonner d'une manière dualiste et nous présentons l'absolu comme ayant deux aspects fondamentaux et totalement inséparables qu'on appelle couramment l'esprit et la matière. Mais nous le reverrons bien sûr tout au long de la conférence, cet esprit et cette matière sont absolument inséparables. L'esprit étant la conscience et la matière étant pas simplement la matière physique, mais la substance, donc quelque chose de plus large, de plus général. La substance permet à la conscience d'avoir des états de conscience, d'avoir des véhicules du corps pour focaliser son pouvoir de conscience et entrer en relation avec la nature et par l'intermédiaire d'autres corps, entrer en relation avec d'autres consciences. Ce soir, par exemple, nous sommes tous des consciences qui entreront en relation les unes avec les autres, mais nous ne formons finalement qu'une seule conscience.
cette conscience universelle dont nous sommes un aspect. Depuis l'éternité des temps et pour l'éternité des temps futurs, cet esprit-matière manifeste cycliquement des univers. Il n'y a jamais eu de début absolu. Il y a transformation, émanation, réabsorption sur des plans potentiels, mais il n'y a pas de création, parce qu'on ne peut pas créer à partir de rien. Il n'y a pas de début absolu, il y a des transformations, des émanations et des réabsorptions. Tout cela pour le plus grand bénéfice de l'esprit, de la conscience, puisque la substance se différenciant en univers permet à la conscience d'avoir des états de conscience, d'acquérir de l'expérience. Et à chaque cycle, à chaque manifestation d'univers, un peu plus de connaissance est atteinte par l'expérience. Une évolution donc est atteinte, un certain degré d'évolution, un certain degré de réalisation. Et cet univers est suivi d'une période de repos, d'assimilation de cette résultante de l'évolution, avant de repartir dans un nouvel univers pour atteindre un stade encore plus grand d'évolution. Tout cela depuis l'infinité des temps, nous le rappelons, et pour l'infinité des temps futurs. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une limite. Mais comme l'univers, aussi grand soit-il, est limité, pour chaque aspect du moins, il y a forcément un développement qui est infini. Voilà donc situé, le cadre, il est immense. C'est un cercle dont la circonférence est à l'infini et dont le centre est omniprésent. Et donc la Terre fait partie de cet univers qui n'existe que pour l'émancipation de l'âme, que pour l'évolution de la conscience. La Terre n'existe fondamentalement pour la théosophie que pour l'évolution de la conscience. Alors comment cela se passe-t-il? La Terre correspond à une matrice d'expérience, très très riche bien sûr, d'une partie de la conscience universelle. Comment cela se passe-t-il dans le détail? On va essayer. Mais les détails que nous donnerons, ce seront des idées générales. Alors, est-ce qu'il y a de la conscience que dans l'homme? Nous sommes des êtres conscients, et nous savons que nous sommes conscients. Est-ce qu'il y a de la conscience que dans l'homme? Pour la théosophie, non. Nous avons vu tout à l'heure que substance et conscience sont toujours inséparables. C'est-à-dire partout où il y a de la matière, il y a aussi de la conscience. Évidemment, avec des états de conscience qui sont les nôtres. Nous sommes des hommes conscients d'être des hommes, avec un pouvoir de penser, un pouvoir de raisonner, mais ça ne veut pas dire que toutes les consciences sont à ce stade. Il y a toutes sortes de degrés et une infinie variété. On peut avoir une conscience sensorielle, une conscience sensorielle et psychique, et une conscience plus mentalisée et une conscience extrêmement mentalisée. Et l'on trouve ainsi différents règnes où il y a ces degrés de conscience. Alors pour la théosophie, on trouve ces règnes sur la Terre et à l'intérieur, et aussi tout autour, toute l'atmosphère qui est aussi concernée. Et il y a les forces de la nature. Nous ne les voyons pas, mais pour la théosophie, c'est important, ça correspond à un certain stade. Ces forces de la nature en rapport avec les éléments. Le feu, la terre, l'eau, l'air et l'éther. C'est un élément que nous ne connaissons pas. Ces forces de la nature, elles existent, elles sont très importantes. Elles sont le dynamisme de la nature. Il y a le règne minéral, cela correspond à quelque chose. La conscience dans ce règne minéral, peut-être dans un état qui est extrêmement rudimentaire, bien sûr pas individualisé, mais enfin il y a de la conscience dans le règne minéral. Il y en a dans le règne végétal, un peu plus si on peut dire. Une conscience qui commence à s'éveiller à la vie dans un corps végétal, qui commence à s'éveiller à la vie sensorielle. Il y en a bien sûr dans le règne animal, alors beaucoup plus complexe, avec toutes sortes de degrés. Aussi très varié ce règne animal. Une conscience qui est à la fois sensorielle et psychique, avec des modalités sûrement très diverses qui nous échappent. Et puis il y a le règne humain dont nous parlions tout à l'heure, où l'on est conscient d'être conscient, où l'on peut penser, où l'on peut prendre en main sa vie. Et puis il y a aussi, pour la théosophie, des règnes plus élevés, que nous ne voyons pas non plus. On appelle les dieux, qui furent des hommes dans des cycles passés, dans des univers passés, et qui sont en quelque sorte les intermédiaires conscients et intelligents entre les lois de la nature abstraites et la manifestation de ces lois. Le dynamisme de la nature étant donc guidé par ces êtres et étant effectué par ces forces de la nature dont on parlait tout à l'heure. Plus précisément, comment cela se passe-t-il
par rapport à un être donné. Un être donné, c'est quoi? Nous avons conscience d'être un être, parmi d'autres êtres, mais nous avons conscience d'être un être. Alors tous les êtres, qu'ils en soient conscients ou non, sont des foyers, des étincelles, des rayons de cette conscience universelle. Ne soyons pas esclaves des images, elles sont purement géométriques. Si on prenait des comparaisons sonores, on dirait qu'on est une note dans le champ de la vie ou des choses comme ça. Chaque être est un foyer de cette conscience universelle et il passe par les différents stades que nous avons vus. C'est-à-dire que fondamentalement, aucune de ces étincelles de conscience n'est définitivement prisonnière d'un de ces stades. Bien sûr, on peut y rester sûrement longtemps, selon nos critères d'hommes pressés, mais aucune étincelle de conscience n'est esclave d'aucun stade. Ces stades sont simplement des stades d'éveil progressif de sa conscience, en vue d'une individualisation de cette conscience arrivée au stade humain. Si bien que donc l'étincelle de conscience passe par les stades minéraux, végétaux, animaux, au cours d'un cycle d'évolution très long, et puis elle arrive au stade humain où elle devient, à travers le corps physique, consciente d'elle-même et capable de se penser elle-même et de dire « je suis un être et je prends conscience des autres êtres ». Et à partir du règne humain, il nous est possible, si nous prenons en main notre évolution, de devenir, dans ce cycle ou dans un autre, un Dieu, un de ces dieux dont nous parlions tout à l'heure, qui participe à la vie, à la nature, à un niveau élevé et extrêmement conscient et plus abstrait que le niveau auquel nous participons actuellement. On a montré une évolution de l'étincelle, puis d'une autre étincelle, etc. Est-ce que tous ces êtres évoluent indépendamment les uns des autres? Ils sont en contact les uns avec les autres, mais est-ce qu'ils ont une évolution qui finalement reste solitaire? Pour la théosophie, nous sommes vraiment extrêmement interdépendants, et ça nous le savons déjà tous, plus ou moins, que nous l'acceptions ou non. Nous ne l'acceptons pas toujours très bien, mais il faut bien reconnaître que nous sommes extrêmement interdépendants les uns avec les autres. Et l'écologie moderne nous le montre, nous le met bien en évidence, et nos problèmes d'environnement nous donnent les avertissements nécessaires. Et cette interdépendance, nous la voyons dans tous les moments de la vie. Il ne s'agit pas simplement de quelques situations, mais c'est en fait dans tous les moments de la vie. Nous nous nourrissons, par exemple. Et il faut voir tout ce que cela implique. Cela implique un végétal, un animal qui s'est développé. L'animal a mangé des végétaux, sûrement. Le végétal a pompé des matériaux dans la terre. Matériaux que nous n'aurions pas pu assimiler, dont nous n'aurions pas pu faire quelque chose directement. Et puis, il y a toute une chaîne, non seulement végétale, animale, mais toute une chaîne humaine dans la chaîne alimentaire. Il faut cultiver ces végétaux, les récolter, les transporter, les conserver, puis les redonner, les revendre bien sûr, mais enfin il s'agit de redonner, de toute façon. Toute une chaîne d'interdépendance, déjà, à ce niveau, entre différents règnes et à l'intérieur d'un même règne. Alors ça me paraît un peu bête, mais en fait, pour la théosophie, c'est déjà l'illustration quotidienne d'une loi fondamentale, qui est cette interdépendance de tous les êtres, à tous les niveaux. Interdépendance, bien sûr, qui se manifeste aussi au niveau de la respiration, entre le règne végétal et le règne humain. Interdépendance, à travers chaque règne, des individus entre eux, pour pouvoir se reproduire et prolonger l'espèce. Interdépendance entre la vie individuelle, la vie en couple et la vie collective. Dans la vie humaine et même dans la vie animale, étroite interdépendance, à travers nos besoins éducatifs. L'éducation, ce n'est pas simplement ce qu'on nous dit de faire ou de ne pas faire, ce n'est pas simplement un certain bourrage de crâne intellectuel, c'est aussi un aspect affectif. Nous sommes extrêmement interdépendants d'un point de vue affectif. Il y a bien sûr des besoins que nous sommes créés un peu par nous-mêmes, mais il y a un besoin fondamental d'éveiller quelque chose. Un enfant qui n'est pas élevé au contact d'adultes, mais par exemple au contact d'animaux, restera toujours plus ou moins un animal, parce qu'il a été très marqué dans sa jeunesse par ce contact. Donc, étroite interdépendance de tous les êtres d'un même règne entre eux et des règnes entre eux. Nous en parlions tout à l'heure de ces dieux qui sont les intermédiaires conscients entre les lois de la nature, d'un point de vue abstrait, de la nature conçue d'un point de vue purement spirituel, et puis leur manifestation.
Sans eux, nous ne pourrions pas avoir les véhicules qui nous permettent d'évoluer à notre tour. Ces dieux qui viennent des cycles antérieurs et nous fournissent à partir de leur propre essence les principes qui nous sont nécessaires pour être conscients, pour avoir l'occasion, le pouvoir de devenir comme eux, ce que nous sommes en essence. Car nous avons tous les mêmes potentialités, puisque nous avons tous la même origine absolue. Que dire encore? Alors là, on a vu les aspects que nous connaissons, qui sont l'illustration, nous le rappelons, des lois fondamentales. Nous avons vu cet aspect spirituel. Il y a des aspects aussi, et on peut les rapprocher, des aspects affectifs et mentaux, des aspects occultes qui nous mettent en interdépendance. Tous nos cellules, tous nos atomes sont vivants, il y a de la conscience dedans. Et selon que nous pensons d'une certaine manière, avec une certaine force, nous imprégnons nos atomes d'un certain magnétisme, d'une certaine tendance. Et quand ces atomes vont nous quitter d'une manière ou d'une autre, ils iront préférentiellement dans le règne qui correspond au tropisme que nous leur avons communiqué, animal ou plus avancé. Et en fait, nous contribuons d'une certaine manière à l'évolution de la matière. Nous lui communiquons une certaine direction, pas seulement en construisant des maisons ou des choses comme ça, mais en communiquant à tous les atomes, à tout ce qui nous environne, à tout ce qui constitue notre corps, une certaine photographie de notre manière de penser, de notre manière de ressentir. Et par là même, nous en imprégnons tous les autres règnes, tous les autres êtres. C'est encore un aspect de l'interdépendance. Donc, nous agissons sur ces atomes qui ont aussi de la conscience, et par l'intermédiaire de ces atomes, nous agissons sur d'autres êtres. Par les forces de la nature, l'homme est en relation avec tous les autres êtres, et bien sûr avec tout le reste de l'humanité. Ces forces de la nature dont nous parlions tout à l'heure s'associent à nos pensées, et sont comme les véhicules, les messagers de nos pensées. Et nous nous influençons tous les uns les autres, même sans nous voir, sans nous connaître, par l'intermédiaire de ce que nous appelons la lumière astrale, où ces forces de la nature sont des forces actives, des vecteurs. Il y a une sorte de télépathie subconsciente. De temps en temps, nous en rendons compte, même si nous ne sommes pas étiquetés télépathes, nous nous rendons compte que nous communiquons parfois sans les mots, sans le regard. Pour la théosophie, il y a cette télépathie avec toute la force qu'on peut communiquer aux idées qui joue à chaque instant. Nous sommes d'autant plus sensibles à certains aspects que nous avons nous-mêmes cultivé ces aspects. Donc nous communiquons, nous sommes interdépendants, alors même que nous nous croyons tout seuls. Que dire d'autre encore? Nous donnons des idées générales, et évidemment on pourrait rentrer dans les détails, essayer d'illustrer tous ces propos. C'est toute la richesse et variété, mais aussi répétition incessante de la vie quotidienne. Car ces forces que nous générons, nous continuons d'y être sensibles et nous avons tendance à répéter un peu les choses. Mais ce qui est important de comprendre, c'est cette interdépendance que nous avons avec tous les règnes et entre nous, d'une manière visible et d'une manière invisible. Alors parler de la Terre comme d'identité vivante, c'est parler de la Terre, comme nous l'avons vu, comme d'un organisme. Et nous l'avons vu, un organisme, c'est comme un corps, il y a une régulation globale. Alors, est-ce qu'il y a une régulation globale au niveau de la Terre? Eh bien oui, comme dans tout l'univers pour la théosophie, cette régulation globale, nous l'appelons d'un terme très court, c'est karma, c'est la loi de karma. Bien sûr, on a l'habitude de parler de karma comme de la loi qui fait que on a fait ceci qui n'est pas bien, donc on va avoir une punition, etc. C'est une manière un petit peu enfantine de voir karma, mais pour la théosophie, il faut élargir le débat et montrer les choses de manière plus vivante, plus généreuse et plus métaphysique aussi. Karma, fondamentalement, c'est la loi d'harmonie. Nous avons vu que tout l'univers n'est qu'une unité développée, manifestée, et le développement de cette unité, tout en gardant l'unité intelligente et pas le chaos, le développement de cette unité, c'est l'harmonie. C'est cette loi d'harmonie dynamique que nous appelons karma. Fondamentalement, tout ce qui est manifesté, c'est manifesté à partir du spirituel, selon des lois spirituelles, et tout est en harmonie. La nature, naturellement, est en harmonie, et la Terre, en principe, en harmonie. Mais il y a l'homme.
n'est pas un accident, c'est un stade important de l'évolution de la conscience. Et cet homme doit retrouver sa véritable nature par lui-même. Il en est ignorant et il doit, par ses efforts, par sa propre compréhension, retrouver ce qu'il est et mettre en pratique. Et dans son ignorance, et dans le sous-produit de son ignorance, qu'on appelle l'égoïsme, l'homme sème des causes qui ne vont pas forcément dans le sens de l'évolution, dans le sens d'une vie harmonieuse. Mais cette harmonie perturbée, elle est élastique, pourrait-on dire, elle tend à se rétablir. C'est cette loi qu'on appelle la loi de karma. De même qu'un homme qui pousse sur une branche, quand il la lâche, la branche revient, et ça peut lui faire mal. C'est une image qu'on peut employer pour faire comprendre cette élasticité des choses, cette tendance à la suite de l'action à reprendre une place harmonieuse. Une autre comparaison, la pierre dans l'étang avec les vaguelettes qui reviennent vers l'endroit où est née la perturbation, avant que tout reprenne son état calme. C'est qu'une simple comparaison et c'est très limité, parce qu'évidemment tout cela est en fait un dynamisme très riche et incessant. Donc c'est une régulation globale à l'échelle de la Terre, mais c'est en fait une loi universelle. C'est une régulation qui fait que nous allons certainement pouvoir faire beaucoup de choses de par notre pouvoir inhérent, de par notre libre arbitre, de par notre intelligence, et puis aussi à cause de notre ignorance, mais nous serons toujours confrontés aux conséquences de nos actes qui nous reviennent. Et cela, bien sûr, se manifeste de manière parfois patente, immédiate, d'un point de vue physique. Nous donnons un coup de poing dans un mur, nous avons mal au poing. Alors, ce n'est pas le mur qui nous a punis, ni les lois de la nature, enfin, c'est nous qui avons agi d'une certaine manière, et nous apprenons à connaître le mur et notre corps. Ça nous force un petit peu à réfléchir, si nous le voulons bien. Mais il y a des aspects plus subtils et à long terme. Il y a des aspects individuels et collectifs. Nous semons des causes ensemble, et nous les récoltons ensemble, chacun peut-être à sa manière, mais nous sommes toujours concernés collectivement. Il s'agit toujours, finalement, quand on parle de karma, d'une interdépendance. Nous semons des causes au sein d'un milieu qui n'est pas vide, et nous ne sommes pas seuls à semer des causes. Et nous récoltons tous les effets, et avec ces effets, nous semons d'autres causes. Donc il y a les aspects physiques. Nous parlions d'écologie tout à l'heure, des problèmes d'environnement, mais c'est un aspect des choses. Par certaines actions, par l'emploi de certains produits, nous sélectionnons, nous tuons certaines espèces, nous en sélectionnons d'autres. Nous perturbons un équilibre. D'autres qui sont bien plus voraces et bien plus toxiques que les premières que nous avons tuées. Alors est-ce qu'il faut continuer comme ça, ou bien est-ce qu'il faut réfléchir? Bon, la théosophie serait plutôt pour dire il faut réfléchir, et puis essayer de bien comprendre. Donc ça, c'est les aspects les plus physiques, les plus patents, parce que nous sommes sur un plan physique, et nous sommes bien sûr très portés sur tout ce qui concerne nos sensations physiques. Mais il y a des aspects plus subtils, et nous avons vu tout à l'heure que nous influençons tous les uns les autres par ces forces invisibles de la nature qui constituent le dynamisme de cette lumière astrale. Eh bien, ces forces portent l'image de nos pensées, et c'est par l'intermédiaire de ces forces que nous nous influençons les uns les autres. Mais nous récoltons aussi toutes ces pensées, tous ces sentiments de haine ou d'amour. Évidemment, nous récoltons aussi les bonnes choses. Donc, il y a toute une écologie, tout un équilibre occulte de la vie, et c'est cette dimension-là sur laquelle la théosophie insiste. Que dire d'autre? Nous avons vu que la Terre est une entité vivante, très vivante, à tous les niveaux, à tous les endroits. Il n'y a pas un endroit où il n'y ait pas de vie. Il n'y a rien d'inorganique. Il y a de la conscience partout. On aimerait savoir d'autres choses aussi, par exemple sur le règne minéral tel qu'il est à l'intérieur de la croûte terrestre. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la vie à ce niveau? Où il y a beaucoup de chaleur et de pression, etc. Eh bien, nous n'en savons rien. Ce que nous redonnons ici sont des idées générales. La théosophie du XIXe siècle ne nous a pas tout dit. À nous, en nous aidant de tout cela, de découvrir un peu plus notre monde et nous-mêmes. Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, était-il dit. Et c'est toujours vrai pour la théosophie. Alors il faudrait aussi rappeler pour mémoire qu'un être n'étant pas isolé des autres, une planète n'est pas isolée du reste, et que s'il n'y avait pas le Soleil, la vie ne serait pas stimulée sur notre globe, elle resterait à l'état latent, que ce Soleil a non seulement un rayonnement qui permet d'aviver la vie physique,
mais qu'il y a des aspects dans son rayonnement qui permettent, si nous le voulons bien, d'aviver la vie spirituelle. Si nous le voulons bien, c'est-à-dire que c'est une sorte de nourriture dont il faut nous saisir par nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester tout le temps au soleil, parce que ça peut avoir des dangers. Mais il faut savoir que le soleil a ses différents aspects. Bien sûr, on peut aussi situer la Lune. La Lune est très importante pour notre vie physique et psychique, par son rayonnement propre, par le rayonnement du soleil réfléchi et par ses cycles. Ce sont des cycles qui sont analogues au cycle de la Lune. Et tout est cyclique dans la vie, et la Lune joue un grand rôle sur les cycles de la vie physique et psychique. Alors, pour conclure, nous dirons que la Terre est bel et bien une entité vivante, mais il y a aussi une question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir, puisque nous sommes un être, qui utilisons un corps, avec une multitude d'autres êtres qui le constituent, est-ce que la Terre n'est pas le corps d'un être, d'une monade, donc d'un foyer de conscience universelle, qui serait à un stade d'évolution X ou Y, végétal, animal, ou humain, ou spirituel? Peut-être. Dans certains textes, on parle de l'esprit de la Terre. En fait, il semble que ce soit plutôt la collectivité des êtres invisibles qui s'occupent de cette planète. Mais de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Parce que tous les êtres que nous sommes, qui constituons cette planète, nous sommes en fait une seule conscience, dont cette planète est le corps. Nous y incarnons, nous nous y réincarnons à la recherche de cette unité que nous sommes, pour la vivre pleinement, pour l'apprécier pleinement. Voilà.